Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici les grands titres que nous développerons dans cette édition. Nous reviendrons sur les festivités de la Sainte-Dévote qui se sont achevées à la cathédrale aujourd'hui. Puis nous nous rendrons au Sables d'Olonne où se joue l'épilogue du Vendée Globe Challenge. Alors que les arrivées des premiers vont s'échelonner entre aujourd'hui mardi et demain mercredi, le podium se dessine. Il a fallu compter cette année avec des bonus de temps octroyés aux participants qui s'étaient déroutés pour venir en aide à l'un des leurs. C'est le cas de Boris Herman, le skipper du Sea Explorer Yacht Club de Monaco. Fabien Bonilla, qui est notre envoyé spécial au Sables d'Olonne, nous aidera à y voir un peu plus clair. À Badalone, en Espagne, la Roca Team savait qu'elle aurait fort à faire pour son troisième match de poule du top 16 de l'Eurocup. Et les basketteurs monégasques ont dû s'incliner face aux Catalans 79-72. Résumé de la rencontre à suivre. Il est l'un des plus grands chefs et alors que le monde de la gastronomie est très impacté par la crise actuelle, il viendra nous livrer son témoignage. Alain Ducasse nous révélera comment il s'est adapté et a rebondi malgré les difficultés. La biodiversité monégasque est belle, riche, variée et il faut, elle aussi, la protéger. C'est en quelques mots le résumé de l'objectif de l'exposition photo de Jean-Charles Vinage, proposée par la direction de l'environnement à la Galerie des Pêcheurs. Une exposition que nous vous ferons découvrir dans cette édition. Et je vous propose de débuter tout de suite le journal par les festivités de la Sainte-Dévote, festivités auxquelles les Monégasques sont tout particulièrement attachés, Christine Datomel. Vous l'avez suivi hier soir en direct sur notre antenne, l'embrasement de la barque lors des festivités de la Sainte-Dévote avec le couple princier et ses enfants. Eh bien, ces festivités se sont poursuivies dans la matinée ce mercredi 27 janvier avec la messe pontificale qui a été donnée à 10 h en la cathédrale de Monaco. Et en raison du contexte sanitaire actuel, pour la première fois, la procession n'a pas pu avoir lieu sur le rocher, mais elle a été remplacée par une bénédiction de la mer et de la ville devant le parvis de l'édifice à la sortie de l'office. Nous vous l'annoncions dès hier, le dispositif en vigueur depuis le 11 janvier dernier, comprenant notamment le couvre-feu entre 19 h et 6 h, a été prolongé par le gouvernement jusqu'au 19 février inclus. Oui, comme la circulation du virus est toujours active en principauté, Patricia, dans son communiqué, le gouvernement princier a rappelé que plus de la moitié des contaminations se réalisent lors de rassemblements dans la sphère privée. Les autorités sanitaires monégasques réitèrent donc le besoin de faire preuve de la plus grande prudence et de limiter ces rassemblements au maximum et insistent sur le fait qu'il est absolument nécessaire de respecter les gestes barrières lors de moments de convivialité dans le cadre intrafamilial. Après un suspense presque insoutenable et après des semaines passées en mer, tous les yeux sont rivés sur la côte atlantique où les navigateurs du Vendée Globe Challenge arrivent en ce moment même. Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal sont sur place pour nous faire vivre cette fin de course. Le navigateur du Sea Explorer Yacht Club de Monaco, Boris Herman, a toutes les chances de monter sur le podium, Fabien. Bonsoir Patricia, on y est après 80 jours de compétition, les premiers navigateurs vont bientôt arriver. Alors je vous parle, on ne connaît pas encore le nom du vainqueur. 5 personnes peuvent franchir la ligne d'arrivée et peut-être remporter ce Vendée Globe. Le vainqueur du Vendée Globe sera positionné sur ce ponton. On y reviendra très largement dans une prochaine édition. On est venu pour ça. En attendant, voici un résumé de cette édition 2020-2021. Au nom de la SEM organisatrice du Vendée Globe, je vous souhaite très sincèrement un beau et un bon tour du monde. Les navigateurs l'appellent l'Everest des mers, tant cette compétition est complexe et dangereuse. Une course nautique autour du monde sans assistance et en solitaire. Voilà ce qui attendait les 33 participants ce dimanche 8 novembre, jour du départ au Sables d'Olonne. Le Vendée Globe se déroule tous les 4 ans depuis sa création en 1989. Et pour la première fois, un des bateaux est aux couleurs de Monaco, le monocoque IMOCA de la Team Malizia sous la bannière Sea Explorer Yacht Club de Monaco. À son bord, l'Allemand Boris Herman. Son objectif au départ est de terminer dans les 10 premiers. La compétition démarre doucement pour Boris. Il est par exemple 29e les tout premiers jours. Il opte pour une stratégie sécuritaire en évitant de mettre son bateau dans les limites de ses capacités. Et c'est payant. Il grappille de place en place avec sa régularité et se retrouve rapidement dans le peloton de tête.
Moment fort de cette course, le 30 novembre, Kevin Escoffier est en danger, il fait naufrage. Les 3 skippers les plus proches vont se détourner de leur objectif pour venir à son secours, à la demande des organisateurs. Boris Herrmann, Yannick Bestaven et Jean Le Cam. C'est ce dernier qu'il récupérera. Les 3 ont perdu du temps. La direction de course leur octroie, comme le veut le règlement, des bonus. Boris Herrmann bénéficiera de 6 heures à son arrivée. Une aventure à travers le monde à coups de grand vent et parfois d'accalmie. Je fête les fêtes de fin d'année au bout du monde. Ça va me permettre d'ouvrir une petite bouteille et de penser à autre chose que la course. Mais bon, s'il n'y a pas de vent, tu te sens un peu seul parfois. Un événement dont tout navigateur rêve, le passage du Cap Horn. Une frustration pour Boris qui est bien placé, mais au passage de ce cap mythique, il déchire sa grande voile, il doit la réparer et perd du temps. La suite, la remontée de l'Atlantique, le point fort de l'Allemand qui, quel que soit le résultat à l'arrivée au Sables d'Olonne, aura fait sensation et a rempli ses objectifs après 11 semaines de navigation, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 7 jours sur 7 et même pendant la Sainte-Dévote, il a été question, vous l'avez entendu dans ce sujet, de bonus. Pour être précis, Yannick Bestaven par exemple a récupéré 10h15, 16h15 pour Jean Le Cam et 6h pour Boris Herrmann. Ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais ça a déjà eu lieu. Par exemple dans l'édition 2008-2009, un navigateur a récupéré 82 heures de bonus, donc on est loin des bonus attribués cette année. Je vous propose d'écouter à ce propos le directeur de course. Ça rend un peu plus complexe le podium en tout cas. Mais bon, ça fait partie du sport, c'est aussi partie de l'ADN des marins, de porter assistance en personne en danger. Donc ça, c'est une valeur qui est très importante aux marins. Donc ce temps qui a été donné, je pense qu'il n'est jamais parfait, mais en tout cas, il est le plus équitable possible. Et je sais que les marins entre eux sont très respectueux, donc on ne connaît pas le verdict du podium aujourd'hui. Voilà pour cette histoire de bonus. Nous sommes à présent pour finir avec un grand navigateur. Il est membre du Yacht Club. C'est le monsieur météo du Vendée Globe. Et puis ce bateau, le bateau de Boris Herrmann, il le connaît très bien. Sébastien Josse, bonjour. Bonjour. Ce bateau, comme je viens de le dire, vous le connaissez parfaitement. Qu'est-ce que ça vous fait de voir Boris Herrmann qui a réussi un bon Vendée Globe avec ce bateau ? Ça fait chaud au cœur parce que c'est vrai que construire des bateaux comme les IMOCA 60, c'est plusieurs années, plusieurs mois de notre vie, et c'est vrai que Boris l'a très bien mené et à la fois aussi très bien préparé et modifié. Donc voilà, c'est vrai que les Vendée Globe ça se mérite, et de voir que le travail effectué quelques années avant apporte ses fruits, ça fait chaud au cœur. En plus avec l'histoire, avec le Yacht Club de Monaco, avec Boris. Donc il y a tout ça, voilà, moi je suis un peu l'enfant aussi du pays, donc ça fait plaisir. Vous attendiez comme ça une telle édition au départ le 8 novembre, vous attendiez à autant de suspense? Autant de suspense, non. C'est vrai qu'il y avait les leaders présents qui étaient Alex Thompson, Bayou et les autres ont décliné très tôt dans la course, donc ça a ouvert le champ des possibles pour les outsiders, et voilà, il y a eu... Ils ont pris leur chance en main, et là on voit que le podium n'est pas encore défini, ça va se jouer entre les 5 premiers, et c'est magnifique, chacun aura fait une course extraordinaire. Après, que ça soit premier ou cinquième, la valeur sportive est la même. Voilà, Sébastien Josse, merci, vous l'avez entendu Patricia, au moment où on vous parle, on ne connaît pas le vainqueur de ce Vendée Globe, on y reviendra très très largement prochainement. Merci Fabien, nous vous retrouverons en duplex des Sables d'Olonne dans le journal de 19h jeudi soir avec le retour à terre de Boris Herrmann. En Espagne, la rencontre choc entre la Roca Team et le club de Badalone a tenu toutes ses promesses, mais s'est soldée par une défaite des basketteurs monégasques battus 79-72. Le résumé de la rencontre est signé Frédéric Elion sur des images de Thomas Deus. Monaco s'est battu avec ses armes du moment, avec 8 pros sur la feuille de match et 2 espoirs. Les joueurs de coach Mitrovic ont tout donné mais s'inclinent dans ce choc de la poule E à Badalone. Dans le premier quart-temps, le plan monégasque marche à merveille, une grosse défense. La raquette est verrouillée et Badalone n'arrive pas à mettre du rythme et à dérouler son jeu rapide. La Roca Team vire en tête après 10 minutes, 16-12. Puis la Juventud va passer un gros coup d'accélérateur, un 21-7 en 5 minutes dans le sillage d'un Dimitrijevic intenable avec 22 points. Sur ce tir à 3 points, avec la faute de Brodzianski, les Espagnols prennent 10 points d'avance. Monaco contient le feu et va progressivement éteindre l'incendie
avec de nouveau une grosse défense et une adresse retrouvée en attaque. Gray 14 points et Knight 17 assurent le scoring. Sur ce tir au buzzer, Abdou Ndoye propulse les siens en tête à la mi-temps, 40-38. La Roca Team prend l'option de fermer à l'intérieur. La star Ante Tomic ne met que 8 points. Mais Badalone fait mal à 3 points, 5 sur 5 longue distance dans le troisième quart-temps et reprend un matelas de 10 unités. Les coéquipiers de Mathias Le Sort sont toujours dans le coup, un -6 à l'entame des 10 dernières minutes. Puis Badalone passe un 8-2 pendant que Monaco ne met pas dedans à 3 points. L'écart repasse au-dessus des 10 points. Marcos Knight inscrit les 7 derniers côtés rouge et blanc, 79-72. Première défaite pour la Roca Team dans ce top 16. When you want to protect your paint, you know, rebound and everything, of course, they have some open shots. You need to take some risk, and of course they punish us, especially in the second half. They shoot, I think, 7 of 10 for 3. It's amazing result and amazing percentage. And I think this is one of the key reasons why we lose tonight. I think it was good energy. Players try to do okay. We didn't make our best game, but a lot of good energy. We come back 2 times from -12, go plus, minus. Okay, I just want to congratulate my players for some good and great energy. Maybe we lose some focus on some situation in defense, but basically I think they do a good job. C'est une bonne équipe. Je pense qu'ils ont bien joué surtout en deuxième mi-temps. Ils sont passés le ballon assez bien. Ils ont mis les shoots à 3 points. On les a essayé de jouer, on a essayé d'être agressifs, mais ils nous ont punis quand même. Donc je pense que c'est un bon match pour apprendre. Vu on va les recevoir la semaine prochaine, donc c'est à nous de vraiment apprendre de ce match-là et de faire en sorte qu'on rectifie nos erreurs de ce soir la semaine prochaine. Et Monaco retrouvera Badalone le 2 février à domicile à la salle Gaston Médecin, toujours pour le compte de ce top 16 d'Eurocup. La crise sanitaire impacte de très nombreux secteurs et parmi ceux qui sont le plus durement touchés, il y a la restauration. Il faut dire que hors les frontières de la principauté, les restaurants sont à l'arrêt. Le chef Alain Ducasse, dont le groupe qui porte son nom développe ses activités non seulement à Monaco mais aussi dans le monde entier, est aujourd'hui notre invité. Bonsoir Alain Ducasse. Bonsoir. La période est particulièrement compliquée pour les chefs et pour la gastronomie plus généralement. Comment traversez-vous cette crise? Bien, puisque nous avons la chance d'être ouverts à Monaco, même si ce n'est que 4 déjeuners, on pourrait être ouvert 5 déjeuners, mais je trouve que c'est un privilège. Alors, dans le reste du monde, je viens de faire un peu le tour, là, avec les Asiatiques sont ouverts pour partie, le Japon comme Monaco. Malheureusement, Paris, ce n'est pas le cas, donc on se contente de livrer quelques plats de nos restaurants. Oui, c'est pour ça, pas parce perdre que le lien, en fait. vous vous êtes adapté en développant l'activité livraison à domicile. Hein. Depuis le tout premier confinement, quelques jours après, on a réagi, on s'est occupé aussi des soignants parce qu'ils en avaient bien besoin pour garder le moral, de voir arriver des flux de malades. Voilà, donc on essaie d'être acteur de notre industrie, que ce soit pour nos clients ou pour les gens qui font pour aider les gens qui subissent de plein fouet cette maladie. Et puis l'idée donc, ça a été de trouver des solutions palliatives. Je crois que cette crise aussi vous a permis de développer considérablement votre gamme chocolat. Oui, bien sûr, on a continué à ouvrir des boutiques, on a beaucoup livré, on a créé des chocolats, on a fait des créations avec Cédric Grolet, mon pâtissier, voilà. Donc oui, on fait des petits plaisirs pas très chers parce qu'on peut accéder au chocolat et se faire livrer si on n'a pas le courage d'aller jusqu'à une boutique, mais les boutiques sont ouvertes, les boutiques sont restées ouvertes, donc ça nous permet finalement de rester en contact avec nos clients habituels. Et sur la livraison à domicile, vous avez senti aussi une clientèle très réceptive. Il y avait un marché de niche à trouver? Oui, qu'on a trouvé. Mais bon, tout le monde s'est mis à le faire. Donc, c'est une jolie activité. Au premier confinement, c'était une très bonne activité puisque nous avions été dans les premiers à livrer. Donc maintenant, ça marche très bien. Hein. C'est l'équivalent d'un très beau restaurant en chiffre d'affaires. Donc, ça nous permet d'écraser un peu certains frais de groupe. Donc, vous contournez les difficultés. Et puis, à Monaco, les restaurants, eux, peuvent rester ouverts pour le service de la mi-journée. Ça, c'est une mesure précieuse. Oui, mais nous pourrions le faire à Paris dans la gastronomie, parce que nous avons suffisamment d'espace, etc. Mais où s'arrête de la gastronomie et où commence la brasserie, c'est-à-dire
les lieux où il y a beaucoup de monde. Donc, je pense que cette ligne-là, elle est impossible à trouver dans une ville comme Paris. Elle est possible à exécuter, à mettre en œuvre à Monaco. Nous sommes extrêmement précautionneux. Nous avons la chance d'avoir le juste espace, que ce soit au Grill ou que ce soit au Louis XV. À Monaco, on a cette chance et je pense que c'est bien d'avoir réussi à rester ouvert. Et je pense que c'est une bonne décision du gouvernement. Monaco, cela reste votre vaisseau amiral? Oui, bien sûr, c'est de là que tout a commencé et c'est de là que rayonne ma gastronomie. Et vous savez, tous les chefs, d'ailleurs, les 2 dernières chefs 3 étoiles à Londres de lundi, ce sont une Anglaise qui s'appelle Claire Smith, a eu 3 étoiles dans son restaurant qui s'appelle Core. Et Hélène Darroze était, il y a 25 ans, ma collaboratrice à Monaco. Ensuite, elle est allée en cuisine et elle a eu 3 étoiles à Londres, au Connaught. Et voilà, ce sont deux personnes qui ont un attachement fort avec Monaco parce que cela reste la grande école de la cuisine, du geste, de la rigueur, de la discipline, des produits extraordinaires et ça marque à tout jamais la carrière professionnelle des collaborateurs qui ont travaillé avec nous ou qui continuent avec moi, puisque nous avons un certain nombre d'établissements dans le monde, ou qui prennent leur liberté. Et je suis très satisfait d'avoir que 2 femmes, parce qu'on parle souvent, est-ce qu'il y a des femmes en cuisine? Oui, il y avait 2 femmes en cuisine qui ont été récompensées au plus haut niveau de l'excellence de la gastronomie mondiale. Et voilà, elles sont passées à Monaco, elles s'en souviennent parfaitement, c'était l'école de la rigueur. Oui, un beau motif de satisfaction. Et c'est au final, Alain Ducasse, un message très positif que vous délivrez malgré la crise. Cette résilience est à l'image de toute votre carrière. Vous êtes un battant. C'est une décision du matin, ça va bien se passer. Il faut cesser de se plaindre, il faut être acteur, il faut garder l'ambition que demain ça sera meilleur et faire que ce soit déjà aujourd'hui meilleur. Alain Ducasse, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Christine Datomel est de retour avec les autres grands titres de l'actualité du jour. Nous l'évoquions hier, un bâtiment de la Marine nationale française, le Capricorne, fait escale en Principauté. Oui, le navire de la Marine nationale qui est amarré au quai Régnier 3 depuis hier a été le théâtre ce matin d'une remise de décoration. Laurent Stefanini a été élevé au grade de commandeur dans l'ordre du mérite maritime et c'est le préfet maritime de Méditerranée en personne qui a remis ces insignes à l'ambassadeur de France à Monaco. Alors que se prépare la 30e édition du Rallye des Gazelles qui aura lieu au mois de mai au Maroc, 2 jeunes femmes qui travaillent au CHPG sont d'ores et déjà inscrites pour la 31e édition qui se déroulera en 2022. Oui, alors il s'agit de l'équipage des Pitchoun Gazelles, composé de Patricia Capelli et Lorraine Laca, 2 péricultrices qui travaillent ensemble depuis 10 ans au sein du pôle pédiatrique du CHPG. Les 2 jeunes femmes participeront à la 31e édition du Rallye Aïcha des Gazelles qui se tiendra du 18 mars au 2 avril 2022 au Maroc. Un concept hors du commun puisque ce rallye respectueux de l'environnement comporte uniquement des équipages féminins qui portent haut les couleurs de différentes associations caritatives. Alors si vous aussi vous souhaitez participer à cette belle aventure, eh bien sachez que les inscriptions pour 2022 sont encore ouvertes. Patricia, vous serez partante avec moi ? Oui, seulement si je conduis, Christinda, et que vous gérez les crevaisons et les opérations de désensablement. Le désert, justement, il connaît, c'est un photographe qui a pour habitude de parcourir le monde. Jean-Charles Vinage a choisi en 2020 de mettre à profit cette petite pause imposée en raison de la crise pour concrétiser un projet qui lui tenait à cœur avec la direction de l'environnement, projet intitulé « Principauté de Monaco, biodiversité sous haute surveillance » et que vous présente Alexandra Pani. C'est une découverte de la faune et de la flore de la Principauté à travers le prisme du photographe. 50 clichés pour mettre en lumière des espèces bien présentes sur le territoire monégasque et pourtant méconnues, voire menacées pour certaines comme cette petite fleur blanche appelée la nivéole de Nice. Il faut savoir que les falaises de la Principauté sont un véritable joyau où on peut retrouver énormément d'espèces endémiques, d'espèces patrimoniales, emblématiques, et puis une faune très variée, notamment le cormoran huppé qui vient chaque année nicher en Principauté, ou alors une espèce prestigieuse telle que le faucon pèlerin qui niche depuis des années et surtout se reproduit depuis des années. Des richesses souvent peu connues que la direction de l'environnement cherche à promouvoir.
Toutes les photos sont prises sur le territoire et puis avec comme support tous les inventaires que la direction de l'environnement crée, le suivi et tout l'aspect scientifique que nous, on dispose comme connaissance. C'est un mix entre les deux et les écrivains nous ont beaucoup aidés pour justement écrire le plus simplement possible, passer une information simple à but éducatif. Monaco doit concilier son urbanisation et la préservation de sa biodiversité souvent fragile. Cette exposition et l'ouvrage qui l'accompagne peuvent être une aide précieuse pour sensibiliser le grand public et surtout les plus jeunes générations. Et lors de vos prochaines promenades, du côté du Rocher notamment, on vous invite à y regarder de plus près. Passons aux prévisions météo. Quel temps nous attend jeudi, Crisinda ? Eh bien, jeudi, le temps sera couvert avec quelques éclaircies qui subsistent tout au long de la journée. Durant l'après-midi, il soufflera une légère brise et des rafales atteignant 18 km/h pourront traverser la région. Le thermomètre affichera 6 degrés tôt le matin et 12 degrés au meilleur moment de la journée. Le soleil se lèvera à 7h50 et il se couchera à 17h35. Jeudi 28 janvier, ce sera la Saint-Thomas d'Aquin. Merci Crisinda et merci à vous de nous être fidèles chaque jour. Demain, vous retrouverez Émilie Rousseau à 19h. Nous nous quittons sur les plus belles photos des festivités de la Sainte-Dévote, des clichés signés Michael Alési. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.